Ce matin, Marie-Pierre Morin, bienvenue. Pas très grande, 5 pieds 4. Non, mais c'est Laura qui est grand. Ah, t'es bien sweet, ça va bien? Ça va bien toi-même. Oui. Aujourd'hui, tu lances le produit Mock 5. On sait que tu es l'ambassadrice, finalement, celle qui nous propose ces mocktails sans alcool à l'épicerie. Mais ça tombe également avec tes 5 ans de sobriété. Est-ce que c'est voulu, ça? Non, c'est la vie, puis c'est un beau hasard. Des fois, la vie fait bien les choses. Quand on a commencé le projet, comme c'était des recettes originales puis que c'était pas, mettons, un mojito ou un margarita, on s'est dit, on va les numéroter. Fait qu'on a fait de 1 à 4. Ça, c'est les premières qu'on a lancées, donc, il y a 2 ans. Puis après ça, là, on a travaillé dans la dernière année à préparer le Mock 5. Puis là, à un moment donné, c'est moi qui ai dit au gars, « Hey, juste que vous le sachiez, là, je vais célébrer aussi mon 5 ans de sobriété cette année. » Fait que ça a été un bel anniversaire qu'on a souligné, évidemment, avec le lancement du Mock 5. Puis le Mock 5, qui est spécial parce que quand on a lancé les 4 premiers, t'as pas de retour des consommateurs parce que là, t'es fait, t'es développes, tu te bases sur tes goûts à toi. Nous, on est 4 dans l'actionnariat. Fait qu'on l'a fait à notre goût à nous autres. Puis quand on les a mis sur le marché, la réponse, elle a été immédiate. Les gens les ont adorés parce qu'ils sont complexes, parce qu'ils sont goûteux, parce que c'est différent aussi de tout ce qu'il y avait sur le marché. On travaille uniquement avec des ingrédients frais, fait que ça rend l'expérience vraiment différente de tout ce qui existe dans le prêt-à-boire sans alcool. Mais on nous avait demandé moins de glucides, moins de sucre. Donc, celui-là, on l'a développé comme ça. Fait que c'est sur une base de tequila, évidemment, là, on dit des alcools, mais il n'y a pas d'alcool là-dedans. Là, on est vraiment à 0% d'alcool. C'est ça. 0% d'alcool, c'est ça. Il n'y a pas d'alcool puis moins de sucre. Voilà. Donc, 6 grammes de sucre, tequila, ananas, sel rose de l'Himalaya et sauge. Fait que ça fait quelque chose d'un peu salin. Avec l'ananas aussi, ça se marie super bien. Il y a le petit côté herbacé. Fait qu'on est bien fiers de ce produit-là. Puis dès qu'on l'a lancé, la réponse, elle a été fulgurante. Là, vraiment, tu sais, nous, on est vendus dans plein de places, mais principalement dans les IGA parce qu'on a un partenariat d'exclusivité avec eux. Puis ça a été instantané. Vraiment, là, nous, ça nous a même pris par surprise. On était comme, aïe, 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 OK, les gens étaient prêts, ils nous attendaient. Je trouve ça intéressant aussi, le moins de sucre, parce que je pense aux diabétiques, entre autres, ou même, moi, j'ai une sensibilité au sucre, ça m'endort. Je trouve que c'est un produit qui est intéressant pour ceux qui ont une fragilité avec le sucre. Puis il y a plein de raisons pourquoi les gens veulent moins consommer de sucre et moins consommer d'alcool aussi. Tu sais, je pense que ça va dans la même veine. Il y a des gens qui ont eu l'opération bariatrique, par exemple, tu sais, qui peuvent pas prendre rien de pétillant. On parle du sucre, mais on parle aussi de d'autres variantes. Tu sais, nous, on en a fait 3 qui sont pétillants puis 2 qui sont non pétillants. Puis ça, dans la catégorie du sans-alcool, il n'y en avait pas. Fait qu'il y a plein de gens qui nous ont dit hey, merci d'avoir pensé à nous autres, merci d'avoir fait quelque chose que nous, on a le droit de consommer, qui est aussi bon, qui est festif, que quand on arrive dans un party, on n'est pas gêné de se verser ça dans un beau verre puis de consommer comme les autres. Fait que c'était aussi à eux qu'on pensait. En fait, on pense à tout le monde qui ont envie de changer leurs habitudes de vie puis de ne pas se sentir en punition. Mais c'est intéressant aussi parce qu'on a beaucoup de pression sociale pour prendre un verre. Puis là, c'est comme si tu le prends ton verre. Il n'y a personne qui t'écœure avec le fait que tu n'as rien dans tes mains. Fait que je trouve que ça apporte des solutions. Est-ce que ce genre de produit-là, justement, cette compagnie-là, t'aide justement à tenir le coup? Tu sais, on dit ça fait 5 ans, tu souffles 5 bougies. C'est pas toujours un long fleuve tranquille, cette affaire-là. Non. Est-ce que ça t'aide? Bien, moi, je vais toucher du bois là, parce que... quand je suis rentrée en thérapie, là, moi, je considérais que j'en avais beaucoup dans mon assiette. Là. J'avais bien des affaires à gérer. Puis j'avais pas envie de gérer la soif ou l'envie de consommer. Fait que il y a une thérapeute. Puis là, croyez-y pas, vous avez le droit. Puis je pense que chacun a son parcours. Mais moi, j'ai eu envie de me connecter sur une spiritualité. Puis j'ai demandé à cette force-là, j'ai dit, enlève-moi le goût de consommer. Moi, je veux pas me lever le matin puis gérer ça. Puis j'ai eu ce qu'on appelle une grâce. Fait que moi, je n'ai jamais eu envie de consommer. Mais ça veut pas dire que je suis guérie, loin de là. Mes comportements puis mes compulsions se manifestent différemment. Là, je te dirais que je fais des paniers. C'est Internet de guenilles. C'était un autre problème. C'est ça, la compulsion. Moi, je suis capable de compulser. On parlait du sucre. Moi, manger des délices glacées de façon compulsive, de manger un sac de chips. Tu sais, je suis capable de compulser dans n'importe quoi. Mais je te dirais que là où ça c'est devenu quelque chose qui m'accompagne, les MOX, c'est vraiment dans les activités sociales. Moi, j'avais pas envie, justement, d'être celle qui est plate, qui boit de l'eau
plate, qui boit de l'eau pétillante. Moi, je voulais quelque chose de festif, je voulais quelque chose de gourmand. Quand je mange quelque chose, quand je mange un bon plat, tu sais, ma belle-mère, elle cuisine divinement bien, mon chum aussi. Moi, j'ai le goût de faire des pairings, tu sais, de manger quelque chose de bon, puis de boire quelque chose de bon. Puis Mox est venu combler cette affaire-là. Fait que c'était plus mon désir, puis mon petit côté gourmand qui avait besoin d'être comblé, plus que mon désir de boire quelque chose qui s'apparente à de l'alcool. Est-ce que tu es tannée qu'on parle de ça à chaque fois qu'on te reçoit quelque part en entrevue, tu sais, la dépendance, l'alcool, etc.? Est-ce que ça, t'es tannée qu'on te parle de ça? Bien, je pense que non. Puis je pense que je serai jamais tannée. Parce que pendant des années, des décennies, on n'en a pas parlé. Moi, j'avais une tante qui était dépendante, qui était alcoolique, puis c'était un secret. On en parlait tout le temps comme ça, à demi-mot. Puis fallait pas trop en parler, fallait pas trop le nommer. Puis c'était quelque chose qui était tellement honteux. Puis moi, j'avais plus envie de vivre ma vie dans la honte. Fait que je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'avais aussi, à l'époque, parti le podcast Grain d'espoir, c'est que j'avais envie de démocratiser cette affaire-là, qu'on en parle de plus en plus, puis qu'on change le visage de la dépendance. Parce que c'est faux de penser que c'est des gens qui ont tout perdu, qui sont en dessous d'un pont, puis qui se promènent avec un panier d'épicerie pour pousser le petit peu de vie qui leur reste, puis des gens qui sont atteints de graves troubles de santé mentale. La dépendance, ça touche plein de gens. Puis j'ai presque le goût de dire tout le monde. Oui, à peu près tout le monde. Parce que moi, j'ai un malaise quand les gens disent « Ah, moi, j'ai pas ça. » Ben, OK, ben donne-moi ton téléphone. Le travail, des fois. Pour le prochain 2 jours. Là. Oui, téléphone. Puis je te garantis que tu vas sauter un gasket. Le travail. Tu sais, il y a tellement d'affaires dans lesquelles on est capable de compulser. Puis la dépendance, c'est pas juste de perdre le contrôle de sa vie. C'est de perdre le contrôle sur quelque chose qui nous envahit. Puis moi, je trouve ça important d'en parler. Puis les jeunes sont toujours confrontés à ça, l'achat en ligne, le jeu. J'écoutais hier une entrevue à la radio sur le jeu compulsif, tu sais, les jeux vidéo versus les jeux d'hasard et d'argent. C'est tout à proximité parce qu'on a toujours une tablette puis un téléphone dans les mains. Fait que le plus on va en parler, le plus on va être outillé et armé pour aider les gens qui démontrent des signaux d'alarme. Fait que non, je pense que je me tannerai pas. Mais tu as raison, on a quand même un biais par rapport à la dépendance, comme si ça a un profil ou comme c'est que l'alcool ou la drogue, alors que c'est vrai que la dépendance, c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. Est-ce que tu sens, toi, avec le fait que tu as fait plusieurs sorties, ça fait un moment déjà qu'on en parle, est-ce qu'il y a des gens qui t'écrivent ou est-ce que tu sens qu'il y a des gens qui ont délié leur langue parce que tu as osé témoigner? Beaucoup, 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 beaucoup. Des gens connus, des gens pas connus. Il y a plein de gens qui viennent vers moi en me disant je prends ce monstre-là par quel côté? Puis des fois, c'est des gens qui sont hyper performants. Tu sais, des gens là, qui ont des grosses jobs, des gens qui ont des familles, mais qui, à un moment donné, la vie. Tu sais, tu commences des fois par un petit verre de vin le soir pour te redonner du courage puis embarquer dans ton 2e chiffre. Puis finalement, ce verre-là devient 2 verres, devient une bouteille, devient 2 bouteilles. Puis tu sais pas exactement à quel moment c'est arrivé parce que c'est insidieux. Puis ça s'installe dans ton quotidien, dans tes habitudes de vie. Puis à un moment donné, tu veux arrêter, mais tu sais plus comment. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui met ta vie ou la vie de tes proches en danger, mais c'est quelque chose qui te fait profondément souffrir. Et la souffrance, c'est quelque chose qui est commun à tous ceux qui souffrent de troubles de dépendance. C'est qu'à un moment donné, t'en souffres. T'es dans une vie dans laquelle t'es plus bien. Tu fais des choses qui vont à l'encontre de tes valeurs. Puis tu as envie de changer les choses, mais tu sais juste pas comment. Puis tu fais ça comment? Tu prends ça par quel bout au moment où tu es capable de l'identifier que tu as une dépendance? Bien, premièrement, de le nommer, je pense que c'est le début, là, c'est la genèse du travail qu'il y a à faire, d'être capable d'admettre qu'on a perdu le contrôle sur quelque chose. Puis après ça, bien, c'est-tu d'aller en thérapie, d'en parler? C'est-tu d'aller faire des meetings? Parce qu'il y a toutes sortes de meetings qui existent, que ce soit les AA, les NA, les CA. C'est-tu d'aller faire un reset? D'aller dans une thérapie fermée, 21, 28 jours, qu'on appelle un arrêt d'agir. Tu sais, des fois, les gens, ils disent « Oh oui, mais ça, c'est tellement intense. Tu sais, je peux pas abandonner ma famille. » Mais t'abandonnes personne. Tu te choisis. Tu sais, il y a toujours l'exemple du vol d'avion. Quand les masques descendent, ben de mettre le tien avant de mettre celui à tes enfants ou aux passagers qui sont à côté de toi. Tu peux pas aider les autres si toi, tu vas pas bien, si toi, tu manques d'oxygène, si toi, tu es en train de te noyer intérieurement. Fait que je pense que des fois, on n'ose pas
Puis on continue en se disant, ça va être ça, mais il y en a une vie qui est pleine de lumière, puis qui est pleine d'espoir, puis qui est le fun, puis qui est pas parfaite, mais dans laquelle on peut se débarrasser de ce boulet-là. Tu parles de lumière puis d'espoir. Il y a 1 an, tu as perdu ton frère, Raphaël, qui s'est enlevé la vie au moment où toi, tu étais enceinte de ton petit je venais d'accoucher. Henri avait 4 jours. Comment tu vis 1 an plus tard avec ça? Pas bien. Pas bien. Puis, tu sais, tu me demandais si je vais me tanner un jour qu'on parle de dépendance. Tu sais, moi, mon frère, tu l'as dit, c'est un suicide, mais c'est d'abord et avant tout des graves problèmes de dépendance qui vont l'avoir amené jusqu'à ce geste ultime qui est d'une grande violence. Tu sais, fait que je pense qu'il faut sensibiliser les gens. Je pense qu'il faut en parler. Mais la perte d'une fratrie par un geste aussi drastique que celui-là, je sais pas si je vais m'en remettre un jour. On apprend à vivre avec. Puis il y a des choses qui se déposent. J'essaie de garder son souvenir positif. J'essaie d'en parler à mes enfants. J'essaie de le garder vivant avec nous. Mais la réalité, c'est que je vis une grande colère puis une grande incompréhension. Puis c'est ça. La phrase que c'est une solution permanente à des problèmes temporaires, on la dit souvent, on l'entend souvent, mais elle est réelle. Puis il faut pas... tu sais, les hommes vont pas bien. Puis il faut en prendre soin. On les a... tu sais, il y a eu plein de mouvements qui ont été extrêmement nécessaires. Tu sais, je pense au mouvement MeToo, puis on a... Je pense que l'homme, en général, est devenu l'ennemi à abattre. Mais c'est pas tous les hommes. Puis je pense qu'il faut arrêter de penser que c'est tous des trous de cul, puis c'est tous des tout croches. Il y en a des hommes qui font des choses aberrantes puis graves. Puis il faut que ces gens-là payent pour leurs actes. Mais je pense que l'homme, en général, a besoin d'une oreille attentive. Puis il faut être attentif aux petits signaux, des fois, qui sont à peine visibles. Ouais. Le malheur paraît pas nécessairement dans le visage des gens. C'est ça. Non, moi, mon frère, là, c'est the life of the party. Là. C'est le gars le plus souriant, le plus drôle, le plus avenant, le plus généreux. C'est celui qui fait à manger à tout le monde, qui compte des jokes, qui rit fort. Mais c'est celui qui souffrait le plus en silence. T'sais. Fait que faut pas se laisser berner par ça, par ce beau grand sourire-là, parfois qui cache beaucoup, beaucoup de douleur. Je trouve que ton témoignage sur la place publique, quand tu en as parlé, je trouve que ça permet de montrer à peut-être des gens qui souffrent présentement, de voir tout le ravage que ça peut causer sur une famille, à quel point ces gens-là qui souffrent sont aimés. Ben, mon Dieu. Une église pleine de monde. T'sais, quand il y a eu ces funérailles, je me disais, mais comment quelqu'un qui était autant aimé peut faire ça? Comment il n'a pas pu voir à quel point on était une armée à vouloir l'aider, puis l'aimer, puis le soutenir? Mais c'est ça. Des grands moments de douleur puis de souffrance comme ça s'explique bien mal. Mais si c'est une pensée qui vous habite, de grâce, parlez-en, demandez de l'aide. Puis à la périphérie, soyez là. Soyez présents, soyez disponibles. Puis je pense qu'on l'a été pour mon frère. Je pense qu'on était toutes là. On était toutes là. Fait que, tu sais, j'espère que mon frère puis mes parents puis toutes les amies puis la blonde de Raph vivent pas avec ce sentiment-là qu'on n'a pas tout fait ce qu'on était capable de faire pour lui. Mais à un moment donné, c'est ça. Tu peux pas le faire à la place de la personne. Non, puis... Même quand on se dit qu'on n'est pas assez là, je veux dire, il ne peut pas avoir de culpabilité pour l'entourage, pour une chose comme ça. Là. Non. Mais l'humain est ce qu'il est, puis évidemment qu'on le porte tout un peu. Mais je pense que ça devient aussi une mission de vie d'en parler, puis d'essayer de faire du sens avec la perte de mon petit frère pour que d'autres familles n'aient pas à vivre ça. Mm-hmm. Puis je parlais du tabou autour de la dépendance, mais il y a le tabou aussi autour du suicide. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Fait qu'on
je pense qu'il faut en parler pour essayer de trouver ensemble des solutions. Le fait d'en parler aussi, ça garde Ouais. sa lumière là. Ben oui. J'imagine que Henri aussi, quelque part, le fait que sa marraine, c'est sa blonde, Valérie, c'est ouais. Valérie. Il y a quelque chose aussi là-dedans qui permet de le garder là, puis d'en parler sur la place publique. Je me dis, ça peut peut-être aider quelqu'un qui se dit, OK, je suis pas toute seule, puis je t'aimais quelque part. Oui. Puis, tu sais, j'ai fait un sac en collaboration avec Bugatti. Puis ce sac-là, je l'ai appelé Raphaël pour plein de raisons. Premièrement, c'est physiquement, j'avais l'impression de tenir quelque chose qui avait un petit peu de lui dedans. Puis avec Bugatti, on a décidé de donner de l'argent aux maisons Pelado. Donc, à chaque sac vendu, il y a 5 $ qui va directement aux maisons. Puis on a dépassé le 8 000 $ qu'on a remis à la marge de la sobriété. Fait que 8 000 $, là, c'est plein de gens qui vont rentrer aux maisons de thérapie qui n'auront pas nécessairement l'argent pour se payer cette thérapie-là parce que c'est assez onéreux. Donc, on aide plein de gens grâce à ce sac-là, à se payer une thérapie puis à aller chercher les outils puis l'aide nécessaire pour s'en sortir. Puis c'est à travers plein de petits gestes comme ça que j'essaie de le garder présent puis j'essaie de le garder actif, en quelque sorte, parce que mon frère, c'était un gars d'action, c'était un gars qui avait tout le temps plein de projets. Fait que oui, je pense que c'est ma façon à moi de le garder en proximité puis de le garder tout le temps là, tout le temps présent. Il y a des gens comme vous qui étaient vraiment là. Puis il y a du monde dans la vie qui sont vraiment là. Mais est-ce que tu trouves que dans la société en général, on écoute assez? Non. Non, puis à la question « comment ça va », c'est comme si on se dépêche de la poser, puis la réponse nous intéresse pas tellement. Puis je pense que j'avais ce souci-là avant que ça arrive, mais là, c'est encore plus présent. Quand je demande à quelqu'un comment ça va, tu sais, des fois, c'est juste du small talk. Ouais. Mais d'aller voir Dans l'œil. Des fois, de juste la reposer une deuxième fois. Ça va? C'est ça? T'es sûr? Parce que ta face me dit d'autres choses. Puis 90 % du temps, il y a quelque chose d'autre qui sort. Fait que de prendre ce petit 2 minutes-là, de prendre le 5 minutes de plus pour donner l'opportunité à la personne qui vit quelque chose de pouvoir juste le sortir, des fois. T'sais, c'est pas nécessairement nous qui va trouver la solution. Ou, puis on est beaucoup là-dedans aussi, là, essayer de solutionner pour les gens. Puis des fois, c'est pas de ça qu'on a besoin. Non. Des fois, c'est juste de ventiler, de sortir quelque chose qui nous habite. Fait que de prendre ce temps-là pour les gens qui nous entourent, c'est impératif. Puis ça, je trouve que tu as tellement raison. Des fois, on veut trouver les solutions pour les autres. On porte cette espèce de fardeau. Fait que des fois, on dirait qu'on se ferme. Dès qu'il y a une tragédie, là, on parle de quelqu'un qui s'enlève la vie. Ça peut être une maladie incurable, ça peut être n'importe quoi. On se ferme à l'autre parce qu'on a peur de devoir devenir le porte-étendard du mal de l'autre. C'est pas ça pantoute. L'écoute, faut pas sous-estimer ce que ça peut faire. Puis je trouve également qu'à travers ton histoire, j'entendais toutes sortes de préjugés cette semaine quand on parlait de dépendance. Je pense aussi que ça permet d'enlever peut-être des billets que certaines personnes ont avec. Ben voyons, relève-toi, là. Ben oui. Ça, là. Ou arrête de boire. T'as arrêté. Arrête. T'as yank. Hey, non, mais t'as yank. Oui, attends, là. C'est pas une mince affaire, là. Puis, tu sais, moi, je t'ai parlé de moi, de mon rapport à la consommation, mais chaque personne est différente. Tu sais, moi, j'ai des amis qui sont en rétablissement depuis 5, 6, 7 ans, mais qu'à chaque matin, c'est un combat. Raphaël, à chaque matin, s'il faisait une journée sans consommer, c'était une victoire, là. C'était comme s'il avait monté l'Everest à tous les jours. Le travail, il est colossal. Fait qu'il faut pas penser que parce que pour moi, ça semble facile, mais tu sais, je dis pas que c'est facile, là. Mais c'est pas ça m'habite pas à chaque seconde de ma journée, mais pour beaucoup de dépendants en rétablissement, il y a ça. Ce combat-là qui est éternel. Fait qu'il faut aussi penser à eux. Puis pas juste la première année. Parce que des fois, l'entourage, on se dit, bon, il y a une année de fête, c'est réglé. On pense à d'autres choses. Il est guéri. Mais des fois, c'est le 2e ou le 3e Noël que c'est plus raide. Puis que là, c'est là que tu aurais le goût pas que tu as le goût, mais que tu es plus fragile, puis que tu as besoin du soutien de tes proches puis de ta famille. Puis, tu sais, des fois, on parle de Noël, mais des grands rassemblements, là, tu sais, des fois, des vacances d'été, tout le monde est là, tout le monde prend une petite bière, tout le monde a un petit verre de vin. Puis toi, là, intérieurement, tu as rien que le goût de t'étirer le bras pour en prendre une ou de partir en cachette puis d'aller t'en clutcher une dans la salle de bain. Bien, de le nommer à ta famille, de dire je suis fragile, c'est rough au travail, c'est dur avec ma blonde, avec ma famille en ce moment. On peut-tu cette année juste pas en avoir?
Puis il y en a plein des bonnes options sans alcool, puis il y en a de la bière sans alcool, puis il y a tout qui existe. Fait que des fois, dans l'entourage, c'est important aussi de continuer de soutenir les gens qui sont dans ce périple-là qui dure une vie. Périple, c'est un bon choix de mots, je trouve. Ouais. Marie-Pierre Morin, merci de ton passage en studio. Ben, merci à toi. Merci de ta générosité. Puis je m'excuse pour mon ébouché, j'ai la sinusite de mes enfants. On n'a pas entendu ça pantoute. Je trouve que tu as vraiment le nasal qui a bien été. Là, on n'a pas entendu ça pantoute. Il y a un bon sinus rince, d'après moi, chez vous. Smart, oui. On est commandité.